Elle est venue mendier du lait avec la honte dans les yeux. Il a rempli le seau, puis lui a touché la main. Le village de Saint-Laurent dormait sous une fine couche de brume, comme enveloppé dans un secret ancien. Niché entre des collines arrondies et des forêts de chênes nus, il comptait à peine 300 âmes. Les maisons en pierre, souvent coiffées de tuiles rouges, formaient un chapelet immobile autour de la petite église romane, dont le clocher égrenait les heures avec une régularité presque solennelle. En hiver, les cheminées fumaient dès l'aube, diffusant une odeur de bois brûlé qui flottait entre les ruelles pavées. Claire vivait dans l'une de ces maisons, à l'orée du village. Une maisonnette modeste aux volets décolorés dont la porte grinçait chaque fois qu'on l'ouvrait. Elle y vivait seule avec ses 2 enfants, Léo, 8 ans, curieux et silencieux, et Juliette, 6 ans, vive et parfois inconsolable. Depuis que leur père était parti sans explication ni retour, Claire avait pris sur elle tout le poids du quotidien. Elle n'en parlait jamais, pas même aux rares voisines qui lui adressaient encore la parole. Le mot « abandon » restait figé dans sa gorge, trop lourd pour être dit. Autrefois, Claire travaillait à la boulangerie du village. Chaque matin, elle enfilait son tablier, tressait ses cheveux et rejoignait l'atelier avant même que le coq ne chante. Elle aimait pétrir la pâte, sentir le levain s'épanouir, cuire les pains dorés qui réchauffèrent les premières heures du jour. Mais, depuis 3 mois, elle n'y mettait plus les pieds. Le propriétaire, acculé par les dettes, avait fermé boutique sans prévenir. Claire avait perdu son emploi du jour au lendemain. Les indemnités avaient fondu comme neige au soleil et les aides sociales tardaient à arriver. Chaque jour devenait un calcul, une stratégie de survie. Les placards se vidaient lentement. Elle avait appris à faire du pain elle-même, à étirer les restes, à transformer des épluchures en soupe maigre. Les enfants s'y étaient habitués, mais leur visage devenait plus pâle, leur corps plus frêle. Le lait, en particulier, manquait. Juliette le réclamait encore chaque soir avant de dormir, comme un geste de tendresse. Mais la bouteille était vide depuis plusieurs jours et Claire ne savait plus comment mentir. Elle avait tenté, plusieurs fois, de trouver un petit travail. Elle avait proposé ses services comme femme de ménage, aide à domicile, même babysitter. Mais à Saint-Laurent, tout le monde connaissait tout le monde. Et le mot « veuve abandonnée », bien qu'inexact, circulait avec une vitesse cruelle. Certaines femmes l'évitaient, d'autres la jugeaient. Les hommes, eux, la regardaient parfois trop longuement, comme si sa détresse pouvait s'échanger contre un geste déplacé. Alors elle s'était refermée. Un peu plus chaque semaine, l'hiver approchait à grands pas. Les premières gelées avaient déjà surpris les feuilles mortes, figées sur les trottoirs comme des empreintes gelées. Le vent s'infiltrait par les fissures des murs, s'enroulait autour des poignets, s'insinuait jusque dans les os. Claire avait ressorti les couvertures, cousu des rideaux plus épais, calfeutré les fenêtres avec du tissu. Elle veillait à ce que les enfants restent au chaud, mais elle-même passait souvent la nuit à grelotter sur le canapé, enroulée dans un vieux châle. Ce matin-là, elle s'était levée avant le soleil. Le silence était total, à peine rompu, par le craquement du bois dans le poêle. Elle avait préparé un bol de semoule pour les enfants, trop fades, trop pauvres, mais chaudes au moins. Elle les avait regardés manger en silence, leurs petites mains autour des bols comme pour se réchauffer. Elle savait qu'il ne restait plus grand-chose à leur donner. Elle s'assit sur une chaise, fixant la table vide. Puis, lentement, son regard glissa vers le seau en fer posé près de l'évier. Elle le prit entre ses mains, le pesa, vide, froid. Elle savait ce qu'elle devait faire. Depuis plusieurs jours déjà, l'idée rôdait dans sa tête, s'imposait, s'effaçait, revenait avec plus de force. Aller à la ferme des Duval, demander du lait, suppléer à l'absence par la honte. La ferme était à 1 kilomètre environ, en retrait, bordée d'un chemin de terre que plus personne ne prenait sans nécessité. Les Duval étaient discrets, presque invisibles, marque Duval, surtout. La quarantaine, trapu, toujours vêtu de brun ou de gris, il était réputé pour sa solitude autant que pour la qualité de son lait. On disait qu'il ne parlait à personne, qu'il vivait avec ses bêtes et ce silence. Claire ne l'avait vu que 2 ou 3 fois de loin. Elle n'avait jamais échangé un mot avec lui. Elle ignorait s'il la reconnaîtrait, ou même s'il lui ouvrirait. Mais ce matin-là, la peur du rejet pesait moins que la faim de ses enfants. Elle prit une grande inspiration.
serra le seau contre elle et sortit dans le froid, décidée à faire ce qu'elle n'aurait jamais cru faire. Le vent cinglait le visage de Claire alors qu'elle s'avançait sur le chemin de terre menant à la ferme des Duval. Le froid mordait ses joues et ses doigts, malgré les gants usés qu'elle avait trouvés au fond d'un tiroir, semblaient se raidir à chaque pas. Le seau en fer blanc, vide et léger, résonnait parfois contre sa jambe, rappel constant de son objectif. Le ciel était bas d'un gris opaque, et les arbres dénudés se penchaient au-dessus d'elle comme des silhouettes silencieuses. Chaque mètre parcouru semblait la détacher un peu plus de sa fierté. La honte n'était pas un cri, ni une douleur vive, mais un poids diffus, enfoui dans la poitrine. Elle se souvenait encore de son père, autrefois, qui disait que demander était pire que manquer. Mais ses enfants n'étaient pas son père. Il avait faim, besoin de chaleur, de douceur, de quelque chose qui ressemblât à une promesse. Alors elle marchait, ses bottes laissant des empreintes humides sur le sol gelé, espérant que personne ne la verrait. Dans un village comme Saint-Laurent, tout se savait, tout se racontait. La ferme apparut à travers la brume. Un grand corps de bâtiment en pierre sombre, adossé à une grange plus récente, aux volets toujours clos. Il n'y avait ni chien, ni cloche, ni trace de mouvement. Seule une mince colonne de fumée s'élevait d'une cheminée, preuve que quelqu'un vivait là, quelque part à l'intérieur. Claire hésita en atteignant le portail en fer forgé. Elle posa une main tremblante sur la poignée, sentit le métal glacé contre sa paume. Le silence l'enveloppait, lourd et presque oppressant. Elle ouvrit le portail qui grinça longuement. Chaque pas qu'elle faisait sur les graviers du chemin résonnait comme une trahison. Une poule s'éloigna en gloussant et un cheval broutait dans un enclos plus loin, indifférent à sa présence. Arrivée devant la porte d'entrée, Claire sentit ses jambes faiblir. Le bois était usé, foncé par les années. Elle leva la main, hésita puis frappa 2 fois. Le son sec et rapide sembla se perdre dans l'épaisseur des murs. Elle attendit. Rien. Elle allait faire demi-tour quand elle entendit un bruit de pas, lourd, mesuré, puis le cliquetis d'une serrure. La porte s'ouvrit lentement sur Marc Duval. Il était grand plus que dans ses souvenirs, avec une barbe de plusieurs jours et les yeux plissés par les soleils ou la méfiance. Il la regarda sans un mot. Claire sentit ses joues s'empourprer. Elle baissa les yeux, serra le seau contre elle. La voix lui manqua quelques secondes. Quand elle parla enfin, ce fut dans un souffle à peine audible. Je suis désolé de déranger. J'ai besoin de lait. Pour mes enfants. » Le silence fut presque violent. Marc ne répondit pas immédiatement. Il la fixait sans expression, les bras croisés. Claire sentit chaque seconde passer comme une goutte d'eau tombant dans un puits profond. Elle aurait voulu s'effacer, disparaître, mais elle restait là, droite. Les mains s'engourdies sur le métal glacé du seau. Finalement, Marc s'écarta, lui fit un signe bref. Elle entra. L'air intérieur était tiède, chargé d'odeurs de bois brûlé et de foin humide. La pièce dans laquelle elle pénétra était une grande cuisine rustique, avec un poêle à bois, une table en chêne, quelques chaises et des casseroles pendues à un mur. Il ne dit toujours rien. Il prit le seau, marcha lentement vers une porte au fond de la pièce, la franchit sans un mot. Claire resta debout, figée, observant les lieux. Une photo ancienne était posée sur le buffet. Une femme et un enfant souriant, flous, un manteau pendait à une patère. Elle entendait des bruits d'eau, des gestes calmes et précis. Marc revint, le seau plein de lait fumant. Elle tendit les mains pour le reprendre, mais au moment où leurs doigts se touchèrent, quelque chose se produisit. Un frisson, subtil mais profond. Leurs peaux s'effleurèrent à peine, mais Claire sentit son souffle se suspendre. Marc non plus ne sembla pas indifférent. Il resta une seconde de trop, le regard baissé sur leurs mains. Puis il lâcha le seau, recula et détourna les yeux. Claire remercia à mi-voix, presque inaudible, et recula lentement vers la porte. Marc ne répondit pas. Elle sortit, le cœur battant trop fort, les joues en feu. Elle referma la porte derrière elle, reprit le chemin du retour, le seau lourd et chaud dans les bras. Chaque pas résonnait différemment maintenant. Ce n'était plus seulement la honte qu'elle portait, mais autre chose, indéfinissable, comme une onde qui se propage sans bruit. Elle ne se retourna pas. Elle ne voulait pas savoir s'il la regardait encore. Mais elle savait que ces moments, ce simple geste de toucher, avait fissuré quelque chose, en elle comme en lui. Et sur le chemin du retour, alors que la neige commençait à tomber en flocons, discret,
Claire comprit qu'elle avait franchi plus qu'une distance. Elle avait traversé une frontière invisible, entre le besoin et la confiance, entre la peur et le possible. Le lendemain matin, le ciel était d'un blanc laiteux, presque uniforme, comme si la lumière elle-même hésitait à pénétrer les nuages. Claire s'était levée avant les enfants, attirée par une agitation intérieure qu'elle n'arrivait pas à nommer. Le seau posé sur la table de la cuisine semblait encore tiède dans sa mémoire. Elle l'avait rincé la veille, lentement, avec des gestes méthodiques, presque rituels. Depuis son retour de la ferme, un silence nouveau s'était installé. Elle, mais il n'avait rien d'oppressant. Il était dense, habité, plein de résonances muettes. Elle repensa au moment où leurs mains s'étaient effleurées. Ce n'était pas une caresse, ni même un geste volontaire. Juste une rencontre brève de deux peaux, de deux existences trop longtemps repliées. Et pourtant, ce contact furtif avait laissé en elle une trace presque physique. Elle avait eu du mal à dormir, le visage de Marc flottant dans son esprit. Ce regard qu'il lui avait lancé, silencieux mais attentif, pesait plus que 1000 mots. Elle ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais elle savait que cela comptait. Au village, personne ne lui parla de sa visite à la ferme, du moins pas ouvertement. Les regards, eux, étaient plus insistants. Une vieille femme, en sortant de l'église, lui lança un salut sec et froid. Deux jeunes mères croisées près de l'école cessèrent leur conversation en l'apercevant. Claire, habituée à ce genre de comportement, ne répondit rien. Elle avançait la tête haute, les gestes calmes, refusant de laisser le jugement des autres la détourner de sa route. Elle avait agi pour ses enfants, et cela suffisait à légitimer chacun de ses pas. Ce jour-là, pourtant, elle sentit un changement, un frémissement discret dans l'atmosphère du village, comme une tension souterraine. Elle l'interpréta d'abord comme de l'hostilité, mais en y repensant plus tard, elle comprit que c'était autre chose, une curiosité peut-être, ou une attente. Marc, de son côté, était resté enfermé dans sa ferme. Il avait repris son travail quotidien, traite les vaches à l'aube, nettoya les étables, vérifia les clôtures. Mais il n'était plus exactement le même. Depuis cette rencontre, quelque chose en lui résistait moins. Il se surprit à regarder par la fenêtre plus souvent, à prêter attention au bruit du vent, aux formes des nuages. Il se revit, debout, dans la cuisine face à Claire, incapable de prononcer une phrase alors qu'il avait tant de mots coincés dans la gorge. Il s'en voulait un peu de son mutisme, mais il ne savait pas faire autrement. Depuis 10 ans, le silence était devenu sa langue, sa protection, son abri. Quand elle avait frappé à sa porte, il avait d'abord cru à une erreur. Personne ne venait jamais jusqu'à la ferme, sauf pour les livraisons ou les contrôles vétérinaires. En ouvrant, il avait reconnu Claire immédiatement. Il se souvenait d'elle, bien qu'il ne se soit jamais parlé. Il avait déjà vu passer au village avec ses enfants, le dos droit malgré la fatigue dans ses yeux. Il l'avait observée sans jamais oser l'approcher, et maintenant, elle était là, avec ce seau vide, les joues rougies par le froid et l'humiliation. Son instinct avait été de l'écouter en silence, de ne pas la juger. Mais ce qui l'avait surpris, c'était sa propre émotion. La façon dont ses doigts avaient tremblé au moment de lui tendre les seaux remplis. Ce frisson, cette chaleur soudaine, vive, presque douloureuse. Il ne savait pas ce que cela voulait dire, mais il savait que ce n'était pas rien. Il passa la journée à repenser à ce moment, à son visage, à sa voix. Elle n'avait pas supplié, ni pleuré. Elle avait demandé simplement, avec une dignité qui l'avait touché plus que tout. Cette image le hantait, non pas comme un remords, mais comme un appel. Il se rendit compte qu'il avait envie de la revoir, pas seulement pour lui donner du lait, pour l'écouter peut-être, pour partager un silence, un café, un fragment de vie, mais il ne savait pas comment faire. Il n'était pas un homme de gestes ou de mots. Il vivait dans le marge, loin des échanges faciles. Alors il resta dans son mutisme, espérant que les choses se fassent d'elles-mêmes, sans qu'il ait besoin de les provoquer. Le soir venu, Claire s'assit près de la fenêtre. Les enfants dormaient, blottis sous les couvertures. Le vent soufflait dans les arbres et la lumière tremblante d'un lampadaire dessinait des ombres sur le sol. Elle repensait encore à ce moment dans la cuisine de Marc, à ce silence si dense qu'il en devenait presque une forme de dialogue. Elle n'avait pas eu peur de lui, au contraire. Elle avait senti une forme de présence, rare, brute, mais honnête. Elle se leva, alla jusqu'à l'évier, remplit le seau d'eau pour le laver une nouvelle fois,
Un geste inutile peut-être, mais nécessaire. En frottant le métal, elle pensait à lui, à cette main rugueuse, à ses yeux profonds. Elle se demanda s'il pensait à elle. Puis elle se dit que peu importait. Ce qu'ils avaient partagé tenait dans un frisson, un regard, un silence. Et cela suffisait pour ce soir à faire battre son cœur un peu plus fort. Le jeudi matin, alors que le jour se levait à peine, un groupe de femmes se tenait déjà devant la supérette du village, leurs manteaux serrés jusqu'au menton, les mains glissées dans des poches profondes ou croisées sur des poitrines raidies par le froid. Leurs voix basses, presque murmurées, flottaient dans l'air figé comme des fils de brouillard. On parlait d'elle, évidemment, Claire, celle qui avait osé, celle qui, la veille, avait été vue marchant vers la ferme de Marc Duval, un seau vide à la main. La nouvelle s'était répandue sans effort, comme toujours à Saint-Laurent. Quelqu'un l'avait aperçue sur le chemin de la ferme. Quelqu'un d'autre l'avait vue revenir, les joues rouges, le regard ailleurs. Il n'en fallait pas plus. Les faits, flous et parcellaires, étaient recouverts de suppositions, d'interprétations et surtout d'un parfum de scandale. L'homme qu'elle avait visité n'était pas n'importe qui. Marc Duval, le taiseux, le solitaire, celui que la plupart n'avaient entendu parler que lors de la foire annuelle, et encore d'un mot, bref pour peser un fromage ou rendre une monnaie exacte. Elle est allée le voir, dit l'une. Toute seule, comme ça. Avec un seau, ajouta une autre. Pour du lait, qu'elle disait. Du lait ou autre chose, glissa une troisième, les lèvres pincées. La méfiance à Saint-Laurent était une seconde nature. Il ne fallait pas grand-chose pour être mise à l'écart, et encore moins pour être transformée en sujet d'indignation. Claire, déjà vue comme une femme à part depuis le départ de son mari, devenait maintenant celle dont il fallait se méfier. Trop pauvre pour être enviée, mais trop digne pour être plainte, elle dérangeait. Edson, rapprochement, supposé ou réel, avec Marc venait renforcer cette gêne latente. Pendant ce temps, Claire préparait les enfants pour l'école. Juliette avait perdu une chaussette. Léo avait mal au ventre. Elle gérait tout avec calme, sans hausser la voix, sans précipitation. Elle savait, sans qu'on le lui dise, que les regards avaient changé. Elle l'avait senti la veille, dans la posture d'un voisin qui avait croisé la rue de l'autre côté, dans le silence un peu trop marqué d'une commerçante qui, d'habitude, lui souriait. Mais elle avait aussi compris qu'il ne servait à rien de se justifier. Elle accompagna les enfants jusqu'au portail de l'école. Là encore, elle sentit les yeux sur elle, les mères alignées, les discussions feintes, les silences soudains dès qu'elle approchait. Elle n'avait pas besoin d'écouter pour deviner les sujets. Sa marche vers la ferme, le seau, le lait, l'os. Regard de Marc. Elle passa sans s'arrêter, un léger sourire sur les lèvres, comme une réponse muette à toutes ses conjectures. Marc, de son côté, ignorait tout des rumeurs. Il n'allait jamais au village, et personne ne montait à la ferme. Il vivait dans une bulle volontaire, où seules les vaches et les saisons entraient avec régularité. Mais ce matin-là, il sentit un trouble en lui qu'il ne comprenait pas. Il repensa à Claire, à son visage dans la lumière froide de sa cuisine, à la manière dont elle avait serré les seaux contre elle comme un bouclier. Il aurait voulu la revoir, peut-être pour lui dire quelque chose, peut-être pour ne rien dire du tout. Simplement être là de nouveau. Dans l'après-midi, il se rendit à la grange, y prit un petit bidon en métal, propre et fermé. Il le remplit de lait frais encore tiède. Puis, sans réfléchir, il le plaça dans une sacoche, enfila un manteau et quitta la ferme. Il marcha dans les bois, emprunta des chemins peu fréquentés pour ne pas croiser de voisins. Il atteignit la maison de Claire à la tombée du jour. Il posa le bidon devant la porte, le recouvrit d'un torchon propre, puis s'éloigna sans faire de bruit. Claire découvrit le cadeau en sortant pour rentrer du bois. Elle s'arrêta, surprise. Le torchon soigneusement plié cachait un bidon plein. Elle le reconnut immédiatement. Le lait était chaud encore, il était venu. Il avait pensé à elle, aucun mot, aucune signature, juste ce geste. Elle y resta là quelques secondes, émue. Puis elle ramassa le bidon, le serra contre elle et rentra, en silence. Le lendemain, les murmures redoublèrent. Quelqu'un avait vu Marc dans les bois, non loin de la maison de Claire. Les hypothèses se firent plus audacieuses, plus venimeuses. Claire n'écoutait pas. Elle n'avait ni le temps ni l'énergie pour se défendre. Mais un détail ténu lui donna du courage. Lorsqu'elle entra dans la supérette, une femme âgée lui sourit. Un sourire sincère, sans pitié, sans moquerie.
Claire le prit comme un signe que tous ne jugeaient pas. La routine reprit, mais elle était différente maintenant. Chaque soir, un bidon apparaissait, et chaque soir, elle le rangeait, le nettoyait, le laissait prêt pour le lendemain. Un rituel muet, presque sacré. Elle n'osait pas aller le remercier. Elle ne savait même pas s'il le voulait. Mais elle sentait que ce lien discret, fragile et silencieux avait pris racine malgré tout. Au milieu des jugements, des soupçons et des regards en coin, quelque chose grandissait. Invisible, mais bien réel. Le 5e soir, Claire ouvrit sa porte avec la même prudence que les soirs précédents. Le froid s'était intensifié et une fine couche de givre recouvrait les vitres et les poignées de porte. Le silence extérieur, amplifié par l'absence de vent, semblait figer le village dans un état de veille immobile. Elle savait ce qu'elle espérait trouver, mais n'osait jamais trop y croire à l'avance. Pourtant, là sur le paillasson, exactement au même endroit que les jours passés, reposait un petit bidon en métal, proprement couvert d'un torchon blanc. Elle s'accroupit lentement, observa l'objet sans le toucher tout de suite. Le torchon était replié avec soin comme toujours, mais cette fois quelque chose changeait. Le geste avait une intention, une délicatesse particulière. Claire tendit les mains, souleva le tissu et posa les doigts sur le métal froid du bidon. Elle le prit contre elle, le serra un instant, puis rentra doucement, refermant la porte derrière. Elle s'embrouit. Dans la cuisine, l'odeur de soupe réchauffait l'air et Juliette jouait sur le tapis avec 2 petits morceaux de bois qu'elle faisait parler comme des poupées. Claire posa le bidon sur la table, retira le bouchon et sentit la chaleur s'en échapper. Une vapeur légère et rassurante. Le lait était encore tiède, preuve que le trajet entre la ferme et sa maison avait été rapide. Il venait de partir. Il avait fait cela pour elle ou pour les enfants. Peu importait. Ce geste, simple en apparence, bouleversait tout en elle. Elle versa un peu de lait dans une casserole, alluma le feu, puis se laissa tomber sur une chaise. Elle se sentait vidée, mais d'une manière douce. Comme si une tension en elle, qui existait depuis des mois, venait d'être relâchée sans violence. Elle repensa à Marc, à son silence, à son regard lors de leur unique échange. Elle n'avait jamais connu un homme comme lui. Non pas mystérieux de manière fabriquée, mais authentiquement opaque, presque brut. Et pourtant, il exprimait plus avec ses silences que d'autres avec des discours entiers. Elle se leva, versa le lait chaud dans 2 tasses. Une pour Léo, une pour Juliette. Les enfants accoururent aussitôt, portés par l'odeur sucrée qu'elle avait enrichie avec une pincée de vanille. Elle les observa boire avec avidité, puis avec lenteur, comme si la chaleur du lait descendait en eux pour apaiser plus que leur ventre. Elle sourit, émue. Ce moment, ce petit miracle domestique, c'était grâce à lui. Cette nuit-là, elle ne dormit presque pas. Elle resta assise dans la cuisine, les coudes sur la table, les mains autour d'une tasse vide, à regarder les ombres danser sur les murs. Elle pensait à Marc, à sa main rugueuse, à la façon dont il avait pris le seau ce jour-là. Elle ne savait pas pourquoi ce souvenir ne la quittait pas. Peut-être parce qu'il représentait plus que de l'aide, peut-être parce qu'il contenait une humanité qu'elle croyait disparue depuis longtemps. Le lendemain matin, elle décida d'agir. Pas pour rendre l'appareil, ni pour remercier, juste pour répondre. Elle fouilla dans le placard, sortit un petit pot de confiture de figues qu'elle avait faite à la fin de l'été. Elle y attacha un ruban simple, puis écrivit sur un bout de papier une phrase brève, sans prénom ni signature, pour accompagner le pain s'il y en a encore. Elle plaça le tout dans un petit sac qu'elle posa devant sa propre porte, à l'endroit exact où Marc laissait le lait chaque soir. Puis elle attendit. Tout le jour, elle resta attentive. Elle jetait des coups d'œil discrets par la fenêtre, surveillait les bruits dans le jardin. Le sac resta là, intact, jusqu'à la fin de l'après-midi. Puis alors que la lumière déclinait et que les enfants dessinaient près du poêle, elle entendit un craquement dehors. Un pas rapide. Elle se leva sans faire de bruit, alla jusqu'à la porte, jeta un œil à travers les rideaux. Le sac avait disparu. Il n'y avait personne. Juste l'empreinte d'un pas dans la terre gelée. Ce soir-là, elle sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était pas de la gratitude. Ce n'était pas de l'espoir non plus. C'était une forme de confiance nouvelle, fragile, mais réelle. Elle ne savait pas encore où cela les mènerait. Elle ignorait même s'ils se reverraient de sitôt. Mais elle comprenait maintenant
que ce lien silencieux avait une force propre née du besoin, oui, mais nourrie par la délicatesse, et quand, le lendemain, elle trouva un nouveau bidon accompagné cette fois d'un petit morceau de pain frais, elle comprit que Marc avait entendu sa réponse. Elle le sentit dans le choix du pain, dans sa fraîcheur, dans la coupe nette de la tranche. Il n'avait rien écrit, rien dit, mais il avait compris. Et elle, en tenant ce morceau de pain dans sa main, sentit que leur histoire invisible aux yeux des autres venait de trouver une langue que seuls eux pouvaient tout parler. Les jours suivants s'écoulèrent dans une succession de gestes silencieux et de rendez-vous invisibles. Chaque soir, Claire ouvrait la porte avec une attention mêlée de gratitude et de curiosité. Le bidon de lait était là, fidèle, accompagné parfois d'une petite surprise, un quignon de pain tiède, une poignée de noix dans un sachet en papier, une tranche de fromage emballée dans un linge fin. Jamais un mot, jamais un nom. Mais chaque offrande était une réponse, une façon de dire « je pense à toi » sans franchir le seuil des mots. Claire, touchée par cette attention constante, répondit à sa manière. Un matin, elle plaça devant sa porte une petite galette qu'elle avait cuite elle-même parfumée au romarin. Un autre jour, elle laissa un pot de compote de pommes soigneusement fermé par une ficelle et un morceau de tissu en guise de nappe miniature. Il ne s'agissait pas d'une dette ni d'un troc, mais d'un échange d'humanité. Une complicité, naissait timide, précieuse, dans le secret des soirs froissettes des pas mesurés. Au village, les rumeurs continuaient, mais Claire avait appris à ne plus les entendre. Ou plutôt, elle avait appris à s'en détacher. Elle traversait les rues avec la même démarche calme, saluait poliment, s'occupait de ses enfants, faisait ses courses, puis rentrait chez elle sans détour. Hélène attendait plus de validation extérieure. Le lien qu'elle tissait chaque jour avec Marc, même sans mots, suffisait à lui donner un sentiment de solidité. Elle n'était plus seulement une mère inquiète ou une femme abandonnée. Elle était quelqu'un qui recevait et qui donnait, qui comptait dans la vie d'un autre. Un après-midi, alors que la neige commençait à tomber en fines aiguilles, Claire prit une décision. Elle resta debout derrière sa porte, le manteau sur les épaules, guettant le moment où Marc passerait. Elle voulait le voir, même de loin. Non pour lui parler, non pour briser ce qu'il savait construit, mais pour lui montrer qu'elle était là éveillée, attentive. La lumière déclinait lentement, teintant le ciel de rose pâle et de gris doux. Les enfants jouaient dans leur chambre et la maison baignait dans une chaleur feutrée. Elle attendit longtemps. Puis elle entendit un pas discret mais ferme. Elle entr'ouvrit la porte juste au moment où il posait le bidon. Il leva la tête, surpris, mais ne recula pas. Leurs regards se croisèrent, longuement. Il y eut un battement de silence, lourd mais sans tension. Claire n'esquissa pas de sourire, mais ses yeux parlèrent pour elle. Marc, figé un instant, inclina très légèrement la tête, un geste presque imperceptible avant de se détourner et de disparaître dans la brume montante. Claire referma la porte sans bruit. Elle sentit une chaleur l'envahir, différente de celle du poêle, une certitude douce. Ils s'étaient vus, vraiment. Pas seulement avec les yeux, mais avec ce qu'ils avaient laissé entre eux chaque soir. Il n'y avait pas eu de phrase, pas de promesse, mais ce simple regard suffisait à transformer l'ensemble de leurs échanges en quelque chose de vivant, de vrai. Marc, de retour à la ferme, resta debout longtemps devant l'établi de sa grange, les mains dans le poche. Le visage de Claire lui revenait sans cesse avec une clarté déroutante. Il n'était pas amoureux, du moins, il ne croyait pas savoir ce que ce mot voulait encore dire. Mais il se sentait différent, plus léger, plus présent. Depuis le premier jour où elle avait frappé à sa porte, quelque chose s'était ouvert en lui, sans bruit, comme une fenêtre longtemps fermée qu'on aurait entr'ouverte à cause d'un souffle d'air. Le carnet disparut le lendemain. Aucune réponse n'arriva, pas d'écrit, pas de mots. Mais le surlendemain, avec le lait, elle trouva un bouquet sec d'herbes des champs, lié avec une ficelle. Claire reconnut l'achillée millefeuille, un brin de lavande séché, quelques feuilles de sauge. Elle ne savait pas s'il les avait choisis au hasard ou s'ils avaient une signification. Mais elle les disposa sur la table comme une offrande reçue. Leur lien, désormais, n'était plus seulement un échange de besoins. Il était devenu un langage, une grammaire du silence, de l'attention, de la présence. Et chaque soir, en ouvrant sa porte, Claire ne cherchait plus seulement du lait pour ses enfants. Elle ouvrait aussi un passage vers quelqu'un qui, comme
Elle vivait à la frontière du monde, dans un espace que peu comprenaient. Un espace où les gestes valaient plus que les phrases, où les regards remplaçaient les lettres et où chaque détail devenait promesse. Une semaine s'était écoulée depuis leur premier échange de regards. Chaque soir, le même rituel se répétait. Un bidon, un objet, une surprise silencieuse. Chaque matin, Claire répondait avec la même discrétion, une offrande, simple mais choisie, qu'elle plaçait toujours avec soin. Elle y mettait autant d'attention que si elle écrivait une lettre intime, comme si chaque pot, chaque galette, chaque petit carnet cousu à la main portait en lui une phrase qu'elle n'osait dire. Et Marc répondait. Toujours. Jamais avec des mots, mais avec une précision émouvante, comme s'il lisait entre les gestes. Un matin, après avoir regardé les enfants partir à l'école, Claire se mit à fouiller dans ses bocaux, ses tissus, ses réserves oubliées. Elle voulait faire place. Non pas offrir davantage, mais créer quelque chose qui ait une présence, une mémoire. Son regard tomba sur un ancien tablier de sa mère, jauni par le temps mais encore solide. Elle le découpa en petits morceaux réguliers qu'elle cousit ensemble pour fabriquer un torchon brodé. Sur un des coins, elle broda un symbole très discret, une branche d'olivier, dont les feuilles semblaient s'enrouler en silence. Elle plaça le torchon dans un sac de toile, l'entoura d'un brin de laine et le laissa au pied de la porte, avec un mot cette fois-ci. Pas un message direct, juste une phrase empruntée à un vieux poème qu'elle aimait. Ce que les mains n'osent dire, le fil le murmure. Elle referma doucement la porte, le cœur battant, et passa la journée dans un état d'attente, feutré. Ce soir-là, Marc mit plus de temps que d'habitude. Claire s'inquiéta. Elle ouvrait la porte par instants, scrutant la nuit, attentive au moindre bruit. Puis, enfin, elle entendit le pas qu'elle connaissait désormais. Le bidon fut posé, le sac disparut. Elle ne chercha pas à ouvrir tout de suite. Elle attendit 1 heure, peut-être 2. Puis, poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas elle-même, elle ouvrit doucement et trouva à la place du bidon un petit pain rond, encore tiède, enveloppé dans une serviette. Pas un mot. Mais une chaleur très réelle, elle le coupa en 2, en donna une part aux enfants et conserva l'autre pour elle. Il avait un goût simple et dense, comme le pain d'autrefois. Mais c'était bien plus qu'un aliment. C'était une manière pour Marc de dire qu'il avait compris le message. Le torchon avait été lu comme une lettre, et il avait répondu avec le pain, comme on répond à un murmure par une caresse. À partir de ce jour, un rythme plus fluide s'installa entre eux. Claire choisissait ses gestes avec soin, sans jamais chercher à impressionner. Marc répondait, toujours avec la même sobriété tendre. Un jour, il laissa une cuillère en bois sculptée. Une autre fois, une petite boîte contenant des baies séchées. Claire, touchée par la beauté rustique de chaque objet, se mit à lui répondre avec des recettes écrites à la main, sur des morceaux de carton brun, accompagnés parfois de dessins d'enfants. Léo et Juliette ignoraient tout de cette correspondance discrète, mais ils sentaient que leur mère changeait. Elle souriait plus souvent, chantait parfois en préparant les repas et regardait par la fenêtre avec une lueur paisible dans les yeux. Les jours passaient, rythmés par cette danse silencieuse. Il n'y avait toujours pas de conversation. Ni Claire ni Marc n'avaient franchi ce seuil. Mais ce qu'ils partageaient valait plus que de longs dialogues. C'était une construction délicate, faite de respect, de reconnaissance et d'une attention constante à l'autre. Ils s'apprivoisaient comme des bêtes sauvages trop longtemps blessées, chacun de leur côté, chacun selon son propre rythme. Une fin d'après-midi, alors que le vent soufflait avec une violence inhabituelle, Claire sortit avant la nuit pour déposer une tarte rustique sur le rebord de la vieille barrière à l'entrée de son jardin. Elle savait que Marc viendrait, peut-être pas ce soir, mais bientôt. Elle s'attarda dans le jardin, les bras croisés, regardant le ciel s'assombrir. Les nuages couraient vite et l'air avait une odeur de bois et de terre humide. Elle ferma les yeux, se laissa envelopper par le froid, puis retourna à l'intérieur sans hâte. Le lendemain, à l'aube, la tarte n'était plus là. À sa place, un petit sachet contenant du sel gris, récolté à la main, avec un fragment de papier plié en 2. Elle le déplia lentement. 4 mots y étaient tracés, d'une écriture ferme mais incertaine. « J'ai aimé la tarte ». Claire resta un moment sans bouger, fixant le message. Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était même pas un compliment au sens habituel. Mais pour elle, ces mots avaient plus de poids que n'importe quel poème.
C'étaient les premiers qu'il lui adressait, et il suffisait. Elle replia le papier, le glissa dans une boîte et reprit sa journée avec une légèreté nouvelle. Elle savait que quelque chose avait évolué. Leur langage avait accepté enfin les mots. Pas comme des outils de conquête, mais comme des ponts. Désormais, ils n'étaient plus seulement deux silhouettes qui s'observaient à distance. Ils devenaient deux âmes qui, sans se presser, avançaient l'une vers l'autre, confiantes, attentives, prêtes à écrire quelque chose de rare. Et dans chaque objet échangé, chaque mot tracé, chaque silence respecté, il se construisait un lieu où personne d'autre n'avait accès. Un lieu fait de gestes et de chaleur, là où la peur avait longtemps régné. Les jours s'écoulaient, paisibles, dans le rythme discret de l'hiver. Les échanges entre Claire et Marc, bien que toujours silencieux, étaient devenus une habitude attendue, presque sacrée. Chaque soir, elle trouvait quelque chose sur le pas de sa porte, du lait, du pain, une petite offrande. Et chaque matin, elle laissait en retour un présent choisi avec soin. Leur langage muet semblait ne jamais faillir, mais tout ce qui semble stable porte en soi la possibilité de rupture. Et cette rupture, un matin glacial de fin janvier, arriva sans avertissement. Claire s'était levée tôt, comme à son habitude. Le ciel, d'un bleu pâle et dur, annonçait une journée sèche et froide. Elle alla jusqu'à la porte, ouvrit avec l'espoir tranquille de retrouver le bidon de lait. Mais rien, pas de seau, pas de torchon, pas même une trace de pas dans la neige fine qui avait recouvert le perron pendant la nuit. Elle resta un moment figée, croyant à un retard. Elle rentra, attendit 1 heure, puis 2. Elle retourna voir. Toujours rien. La journée passa dans une tension diffuse. Claire tenta de se convaincre qu'il y avait une explication simple, une panne de réveil, une urgence à la ferme, un oubli même. Mais Marc n'était pas homme à oublier. Il était ponctuel, rigoureux. Les gestes qu'il faisait n'étaient jamais laissés au hasard. Ce silence nouveau avait une densité inquiétante. Le lendemain, elle se leva encore plus tôt, prépara du pain, mit les enfants en route pour l'école, et alla ouvrir la porte. Mais le perron était aussi vide que la veille, et cette fois elle sentit la morsure du froid autrement, comme un écho intérieur. Ce n'était pas seulement l'absence du lait, mais celle du lien. Le fil tendu entre eux s'était rompu sans explication. Claire passa les jours suivants dans une attente nerveuse. Elle faisait semblant de continuer ce routine, mais tout en elle restait tourné vers cette question sans réponse. Que s'était-il passé? Pourquoi ce silence soudain? Elle voulait aller à la ferme, frapper à la porte, retrouver ce regard qu'elle avait appris à reconnaître. Mais une part d'elle craignait ce qu'elle pourrait découvrir. Était-il fâché? Malade? Parti? Le 4e jour, elle décida de ne plus attendre. Elle laissa les enfants chez une voisine en prétextant une course et prit le chemin de la ferme. La neige avait fondu par endroits, mais la terre restait gelée. Ses pas faisaient crisser le sol et le froid semblait s'être infiltré jusqu'à son cœur. Elle arriva devant la barrière, poussa lentement le portail. Le silence régnait, absolu. Pas de bruit d'animaux, pas de fumée sortant de la cheminée. Elle frappa une fois, rien. Une 2e fois, toujours rien. Elle fit le tour de la maison, regarda par une fenêtre. La cuisine semblait intacte, comme figée. Aucune lumière, aucun mouvement. Elle hésita puis fit le tour jusqu'à la grange. Là encore, tout semblait en ordre, mais désert. Elle appela doucement « Marc !» Sa voix se perdit dans l'air sec. Aucun écho. Elle resta là encore quelques minutes, puis, résignée, fit demi-tour. De retour chez elle, elle sentit un vide s'installer. Non un vide bruyant, mais un creux discret, profond, qui avalait le reste. Les enfants, eux, ne posèrent pas de questions. Ils avaient appris à accepter les silences de leur mère comme une part du paysage. Mais ils sentaient, à leur manière, que quelque chose manquait. Au village, certains commencèrent à remarquer l'absence de Marc. Un homme venu chercher du fromage avait trouvé la ferme fermée. Une femme qui livrait des œufs avait noté que personne ne répondait. Les spéculations commencèrent. Accidents, maladies, départs imprévus. Mais personne ne semblait avoir d'informations fiables. Et Marc n'avait jamais été proche de quiconque, à part peut-être de Claire. Mais elle ne disait rien. Elle gardait son inquiétude pour elle, comme une blessure discrète. 1 semaine passa ainsi. Claire ne dormait presque plus.
Elle scrutait, chaque matin, espérait une trace, un signe, un retour. Mais rien ne venait. Le lien tissé avec tant de soin semblait avoir disparu, emporté par un vent trop fort. Et pourtant, elle n'arrivait pas à croire que c'était fini. Pas comme ça. Pas sans un mot. Un soir, elle sortit sans but précis, juste pour marcher. Elle longea les champs, passa près du bois, puis se retrouva, sans l'avoir vraiment décidé, à l'entrée du chemin menant à la ferme. Elle arrêta, hésita, puis rebroussa chemin. Pas ce soir, pas encore. Mais elle savait qu'elle y retournerait. Elle ne pouvait pas laisser ce silence devenir une fin, pas après tout ce qu'ils savaient partager, même sans mots. Le lendemain, matin, une fine pluie tomba sur le village mêlé de givre. Claire se tenait près de la fenêtre, une tasse entre les mains. Elle ne regardait rien en particulier. Mais dans son esprit, un nom revenait sans cesse. Marc. Non plus comme un mystère ou une attente, mais comme un battement manqué. Elle savait que quelque chose devait être fait. Elle ne pouvait pas continuer à espérer. Elle devait comprendre. Et surtout, elle devait lui montrer qu'il n'était pas seul, même s'il avait voulu s'effacer. Le matin se leva sans lumière véritable, comme si le ciel lui-même hésitait à s'ouvrir. Claire, debout depuis l'aube, fixait la table vide où, quelques jours plus tôt, elle avait disposé les objets s'échangés avec Marc comme des trésors discrets. Maintenant, le bois nu lui semblait étranger, trop lisse, trop immobile. Elle avait passé une semaine entière dans cette attente sèche, ce genre de vide qui ne crie pas mais s'infiltre partout. Le silence de la ferme devenait plus qu'un silence. Il devenait une question. Les enfants étaient au parti à l'école. La neige avait fondu et la pluie avait transformé les chemins Seine-Boudance. Claire marcha sans but dans le village, saluant d'un signe ceux qui croisaient sa route, mais sans véritable attention. À l'épicerie, elle entendit deux vieilles dames murmurer à propos de Marc. L'une disait l'avoir connu petit, l'autre racontait qu'il n'était jamais vraiment revenu de ce qui s'était passé. Claire, en entendant ces mots flous, sentit quelque chose remuer. Elle savait qu'il y avait un passé, mais personne n'en parlait jamais clairement. En sortant, elle prit la direction d'une maison reculée, au bout de la rue du Moulin. Là vivait Jeanne, une femme âgée que tout le monde appelait la mémoire de Saint-Laurent. Elle avait vu grandir plusieurs générations et se souvenait de détails que d'autres avaient oubliés. Claire n'était jamais entrée chez elle, mais ce jour-là, poussée par une nécessité plus forte que sa réserve, elle alla frapper à la porte. Jeanne ouvrit, surprise, mais pas méfiante. Elle reconnut Claire immédiatement et l'invita à entrer sans poser de questions. L'intérieur sentait le linge propre, le bois et le thé au citron. Claire s'assit sur un fauteuil entouré de photos anciennes, de napperons cousus à la main et de piles de journaux pliés. Après un court silence, elle demanda simplement « Vous avez connu la famille Duval ?» Jeanne acquiesça lentement. Son regard devint flou comme s'il voyageait loin. « Marc ?»« Oui. » Et sa sœur, Élise. Claire n'avait jamais entendu ce nom. Elle sentit son cœur ralentir comme avant un plongeon. Jeanne reprit, sa voix douce mais ferme. Ils étaient très proches. Ils vivaient seuls avec leur père après la mort de la mère. C'était une maison, silencieuse déjà. Marc, c'était un garçon réservé, mais quand il était avec Élise, il souriait. Elle était plus vive, plus ouverte. Elle venait parfois ici, m'apporter du fromage, discuter un peu. Jeanne s'interrompit, regarda par la fenêtre. Puis, après un moment, elle ajouta « Il y a eu un incendie, il y a une dizaine d'années. Une nuit d'hiver. La grange a pris feu. On ne sait jamais vraiment comment. Certains disent une bougie, d'autres parlent d'un court-circuit. Toujours est-il qu'Élise était dedans. Elle n'en est pas sortie. » Claire sentit sa gorge se nouer. Elle n'avait pas imaginé une telle douleur, aussi ancienne et pourtant encore si présente. Jeanne reprit, comme si elle savait ce que Claire allait demander. Après ça, Marc a changé. Il s'est refermé. Il ne parlait plus. Il a gardé la ferme, mais plus personne ne l'a vu rire. Il ne venait plus aux fêtes du village. Il vivait avec l'absence. Certains disent qu'il se sent coupable, d'autres qu'il a juste décidé de se taire. Le silence s'installa. Claire comprenait mieux maintenant. Ce regard intense, cette main hésitante, cette générosité sans explication, tout cela portait la marque d'une perte. Une douleur ancienne, si bien enfouie qu'elle paraissait devenue pierre. Mais elle n'était pas morte. Elle vivait encore dans ses gestes, dans sa façon de donner sans parler, d'aimer sans se montrer. Jeanne observa Claire avec attention. «
Vous avez réveillé quelque chose chez lui, je pense. On ne l'avait plus vu marcher vers une maison depuis des années. Vous lui rappelez peut-être » Elle ne termina pas la phrase. Claire comprit. Ce n'était pas d'elle qu'il s'agissait, mais d'une écho. Peut-être avait-elle la même voix, la même silhouette. Ou peut-être avait-il reconnu dans ce geste cette même douceur que celle d'Élise. Cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était que quelque chose avait été réanimé, et que peut-être ce réveil avait été trop fort. En sortant de chez Jeanne, Claire sentit le vent sur son visage, un vent froid mais vivifiant. Elle comprenait désormais pourquoi l'absence de Marc lui faisait si mal. Ce n'était pas seulement une perte récente, c'était la réactivation d'un chagrin plus ancien, plus profond, qui ne lui appartenait pas mais qu'elle portait malgré elle. Elle ne savait pas si elle devait retourner à la ferme, si elle devait forcer la porte de son silence, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là, à attendre que le passé décide seul du futur. Ce soir-là, elle n'ouvrit pas la porte. Elle resta près de la cheminée, le regard perdu dans les flammes, son esprit rempli d'images qu'elle n'avait jamais vues, mais qu'elle ressentait profondément. Une jeune femme au regard vif, une nuit en feu, un garçon silencieux, et puis 2 années d'ombre. Claire savait qu'elle ne pouvait rien effacer, mais elle pouvait être là, présente, silencieuse elle aussi si c'était ce qu'il fallait. Elle ne voulait pas remplacer ni réparer. Elle voulait seulement partager et offrir, comme il l'avait fait pour elle, une présence qui ne demande rien, mais qui reste. Le lendemain, le ciel était d'un gris dense, saturé d'humidité, et le vent glacial descendait des collines en longs gémissements. Claire, réveillée avant l'aube, prit une décision qu'elle portait en elle depuis plusieurs jours, mais qu'elle n'avait pas encore osé formuler clairement. Elle irait à la ferme. Elle franchirait cette distance devenue plus qu'un simple trajet. Elle franchirait aussi le seuil de cette maison figée dans le silence, prête à comprendre ce que le mutisme de Marc ne pouvait plus dissimuler. Elle habilla les enfants, prépara leurs sacs, les accompagna à l'école en gardant pour elle son agitation intérieure. Puis elle revint chez elle, prit une écharpe chaude, un panier contenant un morceau de pain et un peu de soupe qu'elle avait faite la veille, et se mit en route. Ses pas étaient lents, pesés, mais fermes. Elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas un geste de curiosité mais de responsabilité. Il avait été là pour elle, sans condition. Elle devait l'être pour lui maintenant. Le chemin vers la ferme était détrempé. La pluie de la nuit avait rendu la terre glissante, et ses bottes s'enfonçaient légèrement à chaque pas. Elle atteignit le portail, le poussa avec précaution. Aucun bruit ne s'échappa de l'intérieur. Les volets étaient clos, pas de fumée à la cheminée. Elle s'avança, frappa à la porte d'un coup sec. Rien. Une deuxième fois. Silence. Alors, avec une lenteur mesurée, elle poussa la poignée. La porte s'ouvrit, non verrouillée. Claire sentit un frisson la traverser. Elle entra. L'odeur familière de bois, de paille humide et de café froid l'accueillit, inchangée. La cuisine était telle qu'elle se souvenait. La table massive, les chaises un peu désaccordées, le poêle éteint. Mais un détail attira aussitôt son attention, une tasse renversée sur le sol, près de la chaise principale. Et un torchon tombé. Elle s'avança, les sens en alerte. L'endroit n'avait pas été rangé depuis plusieurs jours. De la vaisselle non lavée s'empilait dans l'évier et un bol contenait encore un peu de lait caillé. Elle appela doucement. « Marc ?» Pas de réponse. Elle traversa le couloir, ouvrit la porte du salon, vide, puis une autre pièce, rien, jusqu'à ce qu'elle arrive devant une porte entr'ouverte au fond du couloir. Une lumière faible, filtrée par des rideaux lourds, tombait en diagonale sur un lit. Marc y était allongé, immobile. Claire se précipita, posa le panier à terre, s'agenouilla près de lui. Il avait les yeux clos, le visage pâle, la barbe plus longue que d'habitude. Sa respiration était faible mais régulière. Elle posa une main sur son front, fiévreux. Elle se redressa, regarda autour d'elle. Sur la table de chevet, une bouteille d'eau à moitié vide, quelques morceaux, de pain sec, aucun médicament. Claire comprit qu'il était tombé malade, sans pouvoir se lever, sans que personne ne s'en aperçoive, sans qu'il appelle à l'aide. Fidèle à lui-même, il s'était enfermé dans son mutisme, même face à la douleur. Elle réagit rapidement. Alla chercher du bois, ralluma le feu, prépara une bassine d'eau tiède, mouilla un linge propre et le posa sur son front. Elle resta à son chevet, changeant la compresse,
l'humidifiant de nouveau, parlant peu mais toujours doucement. Des mots simples, des phrases rassurantes, comme on en dit aux enfants quand ils ont peur. Dans l'après-midi, elle sortit pour appeler un médecin depuis la cabine du village. Elle expliqua la situation brièvement, insistant sur l'urgence. Le docteur, un homme âgé, au regard fatigué, la rejoignit 1 heure plus tard. Il examina Marc en silence, hochant la tête avec gravité. Une infection, probablement pulmonaire. Il s'est laissé aller, ça aurait pu mal finir. Il lui laissa des médicaments, des consignes. Claire promit de revenir chaque jour. Le médecin, surpris par sa détermination, ne posa pas de questions. Il semblait comprendre que certaines choses se tissaient en dehors des regards. Ce soir-là, elle resta tard, prépara une soupe qu'elle réussit à lui faire boire à petites gorgées. Marc ouvrit les yeux une fois, brièvement. Il la regarda sans comprendre d'abord. Puis, dans un souffle à peine audible, il murmura « Tu es venu ?» Elle ne répondit pas. Elle se contenta de lui serrer la main doucement. Et il referma les yeux plus paisiblement. Claire rentra chez elle après minuit, le cœur lourd mais allégé d'une inquiétude. Il n'était pas parti, ni fâché, ni oublié. Il était là, faible, silencieux, mais vivant. Et elle serait là, autant qu'il le faudrait, demain et les jours suivants. Non par devoir, mais parce que, dans cette maison où tant de silence avait pesé, elle avait trouvé la vérité d'un lien qui ne demandait plus de preuves, seulement de la présence. Le lendemain, dès les premières lueurs du jour, Claire retourna à la ferme, emportant avec elle une nouvelle soupe, du pain frais et les médicaments. Prescrits. L'air était plus doux, comme si l'hiver, à bout de souffle, relâchait un peu son emprise. La terre commençait à se libérer de la glace, et le ciel, bien qu'encore couvert, laissait filtrer une lumière plus claire. Claire marchait avec la même résolution calme que la veille, portée par une certitude silencieuse. Elle ne laisserait pas Marc affronter seul ce passage fragile entre la maladie et la guérison. Elle retrouva la maison telle qu'elle l'avait, laissée, calme, presque suspendue. À l'intérieur, l'odeur du feu de bois qu'elle avait ravivé la veille imprégnait désormais les murs. Dans la chambre, Marc était encore allongé, mais il avait changé de position. Ses joues avaient repris un peu de couleur. Elle posa les affaires sur la table de chevet, prépara le bol de soupe, puis s'assit près de lui. Il ouvrit les yeux. Cette fois, il la reconnut tout de suite. Son regard, encore fiévreux, s'éclaira d'une douceur épuisée, mais réelle. Claire lui tendit le bol qu'il accepta avec effort. Il but lentement, sans mots, ses mains tremblant à peine. Quand il reposa le bol, un silence flottait entre eux, mais il n'était plus pesant. Il était plein d'attente. Elle allait se lever pour ranger les affaires quand il parla d'une voix encore faible mais nette. « Tu ressembles à Élise. » Claire s'arrêta, se tourna vers lui, surprise. Elle n'avait pas espéré qu'il évoque lui-même ses noms. Elle l'avait appris de Jeanne, entendu comme une rumeur devenue mémoire. Mais maintenant, le nom était revenu, vivant, fragile, dans la voix même de celui qui l'avait porté en silence pendant des années. Elle avait ce regard quand elle cousait ou quand elle préparait du thé, ce calme. Claire ne dit rien. Elle écoutait et dans sa posture, il n'y avait ni curiosité ni empressement, seulement une présence offerte. Marc ferma un instant les yeux, comme s'il puisait dans un souvenir douloureux mais nécessaire. Ce soir-là, je n'étais pas là. Je suis parti au village chercher un outil. Il neigeait. Quand je suis revenu, la grange était en feu. Personne n'a compris comment c'était arrivé. Moi non plus. Mais j'ai su. J'ai su que tout ce que j'avais négligé, tout ce que j'avais remis à plus tard, ça n'avait plus de temps. Sa voix se brisa un instant. Claire tendit la main, posa ses doigts sur les siens sans serrer, mais avec une tendresse retenue. Il ne la retira pas. Depuis, j'ai construit des murs, avec les bêtes, les saisons. Je ne voulais plus que personne entre. Et puis, ce matin, d'hiver, tu es venu avec ce seau, et j'ai vu ton regard. Il m'a ramené à quelque chose, pas à elle seulement, mais à ce que j'avais oublié. Claire sentit une vague d'émotion monter en elle. Elle ne pleura pas, elle ne parla pas, mais elle serra légèrement sa main. Marc reprit plus doucement. J'ai eu peur, peur de m'attacher, de recommencer à espérer, de ne pas savoir quoi faire de ce lien. Alors j'ai fait ce que je sais. Faire? Je me suis tue, je me suis éloigné. Il la regarda avec une sincérité nue, presque brutale. Mais tu es venu.
Tu as insisté, pas avec des mots. Avec ton pain, ta soupe, tes silences. Tu as frappé plus fort que n'importe quel cri. Claire inspira lentement. Ce qu'il disait était plus qu'une confession. C'était une libération. Et elle ne voulait rien interrompre. Marc reprit après une pause. « Je ne sais pas ce que c'est, ce qu'on partage. Je ne sais pas si ça a un nom. Mais je sais que c'est là, que je n'ai plus envie de me cacher. Et que si tu veux encore venir, si tu veux encore partager du lait, du pain ou rien du tout, je serai là. » Claire sourit. Un sourire discret, profond venu de loin. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se leva, alla vers la fenêtre, écarta doucement le rideau. Dehors, le vent faisait bouger les branches nues. Le monde n'avait pas changé. Mais quelque chose, en eux, s'était déplacé. Elle se tourna, vers lui revint s'asseoir, reprit sa main. « Je ne suis pas Élise, Marc, mais je suis là. Et ça, c'est réel. » Il ferma les yeux à nouveau. Non pour fuir, mais comme pour savourer. Il n'y avait plus rien à dire pour le moment. Le silence pouvait revenir. Il n'était plus un refuge ni une barrière. Il était un espace partagé. Un lieu habité par deux présences qui, à force d'attention, avaient appris à se reconnaître dans ce que les mots seuls ne peuvent dire. Les jours suivants s'écoulèrent dans une lenteur feutrée, presque méditative. Marc récupérait peu à peu, la fièvre ayant cédé face aux soins réguliers de Claire et aux médicaments laissés par le médecin. Chaque matin, elle venait, souvent avant que les enfants ne soient réveillés. Elle traversait le village en silence, emmitouflée dans son manteau épais, le panier à la main. Elle ne cherchait plus à cacher sa présence. Les regards curieux ou désapprobateurs ne la touchaient plus. Ce qu'elle vivait ne relevait plus du secret ou de la dissimulation, mais d'une évidence tranquille. À la ferme, elle trouvait la maison un peu plus vivante chaque jour. Marc s'habillait, descendait parfois jusqu'à la cuisine, s'asseyait à la table pendant qu'elle préparait le thé. Il parlait peu, mais ce silence n'était plus un mur. Il était devenu un langage, ponctué de regards francs, de gestes simples, d'une attention constante à l'autre. Claire découvrait un Marc différent de celui que le village décrivait. Sous la réserve, elle percevait une intelligence lucide, un humour discret, une forme de douceur rude mais sincère. Un matin, alors qu'elle balayait le sol de la cuisine, il s'approcha avec lenteur, une feuille de papier à la main. Il l'avait écrite durant la nuit, sans lui en parler. C'était une liste, du matériel, des ingrédients, des idées. Elle comprit d'un coup qu'il ne s'agissait pas d'un message intime, mais d'un projet. Il voulait relancer la production, de lait pour le village, mais autrement. En petite quantité, en direct, sans les circuits commerciaux classiques. Et il voulait qu'elle y participe, non comme employée, mais comme partenaire. Elle lut la liste plusieurs fois. Elle n'avait jamais rêvé d'un commerce, ni même pensé à s'impliquer dans une telle initiative. Mais elle vit dans cette page ce que Marc, avec sa manière de faire, n'aurait jamais su dire à voix haute « J'ai besoin de toi ». Elle leva les yeux, le regarda longuement, puis hocha simplement la tête. Dès le lendemain, ils commencèrent à travailler. Petit à petit, nettoyer les outils, réparer les anciens présentoirs, vérifier les bêtes, trier les bocaux, rassembler les tissus et les ficelles qu'elle utilisait pour ses pots de confiture. Chaque tâche, même modeste, devenait un moment partagé. Les gestes de Claire étaient précis, les siens plus lents mais assurés. Ils ne cherchaient pas l'efficacité à tout prix. Ils cherchaient à construire quelque chose ensemble, avec le même soin qu'ils avaient mis à apprivoiser leur silence. Le bidon de lait, autrefois posé comme une offrande, reprit sa place quotidienne. Mais désormais, il n'était plus anonyme. Claire ne l'ouvrait plus seule sur le pas de la porte. Ils le portaient ensemble, parfois jusqu'à la place du village, où ils commençaient à vendre de nouveau, par petites quantités. Les villageois, d'abord sceptiques, observèrent de loin. Mais certains approchaient, posant des questions, goûtant un produit, puis revenant le lendemain. Peu à peu, une clientèle discrète se formait. Ce n'était pas la réussite qui les motivait, mais l'échange. Le contact retrouvé avec le monde extérieur. Marc parlait rarement aux clients. Il restait souvent à l'écart, laissant Claire gérer les échanges. Mais il était là, visible, actif. Et cela suffisait. Les habitants de Saint-Laurent, habitués à ces absences prolongées, commençaient à réviser leur jugement. L'homme reclus n'était plus seulement une figure énigmatique.
Il devenait un visage connu, un voisin impliqué. Certains lui parlaient, d'autres encore l'évitaient, mais le silence autour de lui perdait peu à peu son poids. Claire de Tsisade, son côté, retrouvait une forme de rythme qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Chaque soir, elle rentrait chez elle avec les enfants, préparait le dîner, racontait des anecdotes sur les chèvres, les pots cassés ou les clients pressés. Léo et Juliette écoutaient, parfois riaient, parfois posèrent des questions. Ils comprenaient que quelque chose changeait. Leur mère n'était plus seulement la femme fatiguée qui se battait contre le manque. Elle devenait une femme qui construisait, qui partageait. Une femme qui, sans avoir prononcé le mot, vivait quelque chose qui ressemblait à une forme d'amour. Marc ne l'avait jamais appelée par un prénom tendre. Il ne l'avait jamais prise dans ses bras avec fracas ou passion. Mais chaque matin, il préparait du thé à sa façon. Chaque jour, il réparait un outil qu'elle avait mentionné, sans qu'elle le lui demande. Chaque soir, il la raccompagnait jusqu'au début du chemin du retour, sans jamais dire pourquoi. Et elle le remerciait par la présence, par un pain qu'elle avait pétri spécialement, par une phrase laissée sur un bout de papier, par un regard qu'elle ne détournait plus. Le renouveau ne se proclamait pas, il ne s'affichait pas, il se vivait. Dans le calme, dans le travail partagé, dans l'absence de promesses, mais la constance des gestes. Le silence, qui avait d'abord été un abri contre la douleur, devenait désormais un espace de paix, un espace où deux êtres cabossés pouvaient exister sans se heurter, sans se fuir. Un espace où le lait, le pain, la soupe, les confitures et même les outils rouillés prenaient une signification nouvelle. La signification d'un quotidien reconstruit à deux. Le printemps s'installa sur Saint-Laurent avec une lenteur mesurée, presque pudique. Les arbres, d'abord hésitants, laissèrent apparaître des bourgeons, timides, puis des feuilles tendres encore brillantes de pluie. Les champs, longtemps figés sous la neige, reprenaient couleur. Le soiseau revenait par vagues invisibles et leur chant remplissait de nouveau les ruelles du village au lever du jour. Dans ce renouveau naturel, la ferme des Duval ne faisait pas exception. Là où régnait jadis une immobilité marquée par l'absence, on trouvait désormais du mouvement, de la lumière, et une forme de vie qui avait cessé d'attendre pour simplement être. Marc et Claire travaillaient ensemble chaque matin, parfois dès que le soleil perçait l'horizon. Ils n'avaient jamais parlé de ce qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre. Aucun serment n'avait été échangé, aucune promesse formulée. Et pourtant, tout dans leurs gestes, dans leur silence partagé, dans leurs habitudes conjuguées, racontait une histoire qui n'avait besoin d'aucun mot pour exister. Ils formaient une entité nouvelle, née d'un hiver long et silencieux, mais construite sur une matière plus durable que les saisons. Claire avait proposé d'installer un petit stand au marché local, pas pour chercher la réussite, mais pour s'ouvrir au monde un peu plus ensemble. Marc avait acquiescé sans hésitation. Il avait aidé à construire le présentoir, à peindre les lettres sur une vieille planche. Ferme des Duval, lait, pain, confiture. Rien de prétentieux, rien d'éclatant, juste l'essentiel. Le stand, modeste, attira d'abord les curieux. Les anciens du village s'arrêtaient à distance, observaient, puis s'approchaient, demandaient un prix, goûtaient, achetaient. D'autres, plus jeunes, venaient par habitude, puis revenaient par envie. Claire souriait, parlait, conseillait. Marc restait souvent à l'arrière, réapprovisionnait les produits, nettoyait, observait aussi. Il parlait peu, mais lorsqu'il le faisait, ses mots portaient un poids que les autres respectaient. Peu à peu, leur présence au marché devint familière, puis naturelle. Léo et Juliette participaient parfois. Ils aidaient à préparer les étiquettes, à ranger les pots, à compter la monnaie sous l'œil vigilant de leur mère. Marc leur parlait avec une douceur maladroite mais sincère, comme s'il réapprenait le langage de la famille. Il ne forçait rien, mais il était là. Et les enfants, sans poser de questions, l'acceptèrent comme une présence stable, fiable, peut-être même nécessaire. Un dimanche, après le marché, ils rentrèrent tous ensemble par le chemin bordé de cerisiers en fleurs. Claire marchait devant avec Juliette. Marc tenait une caisse dans laquelle Léo avait glissé un petit carnet de comptes. Le silence était ponctué de rires, de remarques légères, de projets modestes évoqués entre deux pas. Ce n'était pas un tableau idyllique. Il y avait encore des sombres, des souvenirs lourds, des gestes parfois maladroits. Mais au milieu de tout cela, il y avait surtout une constance.
celle du quotidien partagé, des efforts réunis, de la lente, mais solide réconciliation avec la vie. Le soir venu, Marc prépara le feu pendant que Claire rangeait les derniers pots de confiture. Elle le regarda sans qu'il s'en aperçoive d'abord. Il était là, concentré, les mains noircies de suie, les manches retroussées, le front barré d'un pli familier. Elle sentit une vague de reconnaissance monter en elle, pas seulement pour lui, mais pour le chemin qu'elle-même avait parcouru. De ce matin d'hiver où elle s'était résolue à mendier du lait à ce soir de printemps, où elle se tenait debout, dans une maison qui n'était pas la sienne, mais où elle se sentait chez elle. Marc leva les yeux, croisa son regard. Il ne dit rien, elle non plus. Mais entre eux, un silence plein, chaleureux, vivant s'installa. Il se leva, s'approcha, posa une main sur la sienne. Ce simple contact, écho du tout premier, résonna comme une boucle discrète mais parfaitement fermée. Il n'avait rien nommé. Il n'en avait pas besoin. Dehors, la lumière déclinait lentement, teignant le ciel d'orange et de bleu. Le village en contrebas se préparait à une nuit paisible. Les volets se fermaient, les lampes s'allumaient, les spas ralentissaient. Et dans la ferme des Duval, un nouveau chapitre se dessinait, non plus dans l'ombre d'un passé douloureux, mais dans la clarté douce d'un présent reconquis. Ensemble, sans bruit, sans éclat, mais avec la certitude qu'à deux, même les silences les plus lourds pouvaient devenir des fondations.